Ok, eh bien nous reprenons en compagnie de Fibre cette fois. Voilà, pile à l'heure, 21 heures. J'espère qu'on vous a pas fait trop attendre. Euh, donc, on attaque là la clôture de cette cinquième séance de séminaire, de ce troisième séminaire annuel maintenant. Donc avec comme à son habitude donc Fibre qui va nous parler de la créativité dans le jeu de rôle, je crois. C'est ça un Ouais, peu, un petit peu. un petit peu Alors, j'annonce des sujets clivants ce soir, mais on n'est des pas sujets beaucoup, ça clivants. tombe bien. Mais j'aimerais faire avancer un peu le schmilblick et faire parler de thématiques qui travaillent un petit peu avec moi. Sachant que cette année, je vais faire 3 conférences au moins, et notamment une bon, je vais pas dire les noms, mais voilà. Il y en a une qui est sûre, qui est programmée, qui est aux rencontres de Lure, c'est un truc sur le design. C'est international, c'est assez fort. On va parler fondamentalement de jeux de rôle, mais bon. Donc, je voulais vous remercier. Merci Corentin, déjà de faire vivre ce monde de JDR et santé. Et merci de nous donner l'occasion à chaque fois de clôturer le séminaire. C'est quelque chose que je prends à cœur et je travaille un petit peu avant les thèmes pour pouvoir parler de choses intéressantes. J'espère que ça va vous intéresser. Moi, il y a bien longtemps, j'ai créé Aria et Game of Thrones en particulier avec l'objet de dire waouh, les jeux de rôle en fait c'est cool, c'est un stimulant intellectuellement, il faut être bon en maths, en français, il faut avoir l'esprit vif. En fait, c'est très bon, c'est bon pour la santé mentale. Enfin, en tout cas, ça fait bouger le cerveau d'une certaine façon. Donc, c'est cool. C'est, j'aimerais bien que plus de gens jouent aux jeux de rôle et effectivement, plus de gens jouent aux jeux de rôle et cette antenne, Corentin, que tu as créée, où je sais que vous utilisez Aria un petit peu, bah, ça me fait super plaisir et je suis très content d'en faire partie, d'une certaine façon. Corentin fait partie de mon univers et je fais partie du sien. Donc, je remercie tous les professionnels qui utilisent le JDR et ARIA en particulier, et notamment dans la santé, dans le cadre de leurs patients en hôpitaux ou en centres spécialisés, sachant que ces gens-là aussi m'écrivent en me disant, bah voilà, ça m'a beaucoup soutenu, ne serait-ce que simplement parce que l'émission qu'on produit, elle est drôle et souvent c'est bien de rigoler quand on n'a pas trop le moral. Je voulais donc parler aujourd'hui créativité sur 2 points un petit peu clivants. Le premier, on va parler d'IA, donc ça va être crispant, mais on va essayer d'y aller avec, en bonne entente. Et la deuxième, c'est, je pose une question un petit peu troll, mais vous allez voir, je veux bien débattre avec le chat du caractère troll de cette question. Et cette question, c'est: le JDR est-il vraiment un loisir créatif? Donc, on va commencer sur l'IA. Donc, l'IA générative, bon, bah, à titre liminaire, j'ai quand même publié un ouvrage qui s'appelle IA Miroir de nos vies chez Delcourt en 2019. Donc, c'était quand même à l'époque, mais ça parlait des IA génératives. Et aujourd'hui, il fait partie des 5 livres pour l'acculturation recommandés par la CNIL pour l'acculturation dans les IA. C'est un domaine que je connais un petit peu. Et c'est un domaine aujourd'hui qui est, en termes artistiques, très compliqué. Le sujet, même ne serait-ce que d'en parler, c'est compliqué. Parce que d'une part, tout le monde n'a pas connaissance pas des enjeux, mais de la techno, voilà déjà. Et également, c'est quelque chose qui génère beaucoup de peur. Euh, il y a quelque chose qu'on peut évacuer tout de suite et en disant c'est le cas. Il y a des problèmes écologiques très importants qui sont soulevés par l'IA. Voilà, très important. C'est une vraie problématique qui, si tout le monde était d'accord, dirait bah, on arrête tous l'IA tout de suite. Et il y a un problème éthique qui est assez intéressant parce que en gros, je vais survoler ce problème-là, mais les gens, pour simplifier le discours, c'est de dire mais les grandes sociétés qui fabriquent des IA, OpenAI qui fait ChatGPT par exemple, ils pompent des contenus d'images notamment, mais de textes et compagnie. Ils ont pompé Wikipédia et ils les stockent dans leur base de données. Et donc, c'est du vol. Et en fait, il n'y a pas du tout de vol concret, juridique. On ne peut pas attaquer ces sociétés pour du vol parce qu'il n'y a pas de vol. Déjà, parce qu'il n'y a pas une chose qui existe qu'on prend, qui disparaît de la main de son propriétaire et qu'on met quelque part. Donc il y a pas de vol, mais heureusement, ça s'appelle, ça pourrait s'appeler le piratage et le droit français notamment a trouvé une façon de définir le piratage, mais distinct du vol. Mais c'est pas du piratage non plus parce que en gros, quand on prend une œuvre et qu'on la stocke dans une IA, l'œuvre elle est pas stockée, elle est identique dans l'IA. Elle est explosée dans un objet mathématique qui s'appelle un espace vectoriel, ce qui fait que théoriquement, tu peux pas reproduire cette œuvre «volée» entre guillemets à l'identique. Donc quand on prend quelque chose, qu'on le casse en petits morceaux et qu'on le stocke quelque part et qu'on peut l'utiliser, qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est là qu'on aboutit à une sorte d'impuissance intellectuelle et juridique
C'est-à-dire qu'on n'arrive pas on peut déterminer enfin, on n'arrive pas bien à circonscrire qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on n'arrive pas à le comprendre. Voilà. Et même aujourd'hui, les experts vous diraient: «Je ne sais pas trop ce qui se passe parce que ça s'appelle la boîte noire» et il y a un défi, en tout cas, il y a un défi, intellectuel sur le comment ça s'appelle? Sur la question de l'IA, qui est de dire, qu'est-ce qui se passe quand OpenAI met une œuvre, protégée même, dans ses bases de données sous forme d'espace vectoriel IA? Voilà et c'est un débat qui va très, très loin parce qu'il peut aussi se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand nous, en humain, on regarde une œuvre d'art et qu'on la stocke dans notre cerveau? Heu, face à ça, l'IA est utilisée et autant il y a beaucoup d'artistes qui se dressent contre les IA, ils disent: «C'est on devrait arrêter d'utiliser l'IA, il faut le contrôler, ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer» et il y a également une sorte de négation du travail artistique. Plein de gens il y a plein d'arguments, il y a quand même un silence assourdissant de plusieurs acteurs importants. Les écoles professionnelles, même de haut niveau, ben, elles il y a de l'IA dans les écoles, c'est-à-dire on apprend l'IA et elles ne communiquent pas en disant: «L'IA, c'est mal». Elles ont tendance à dire: «Bah, non, on doit s'adapter au marché». Il y a un silence assourdissant des professionnels, communs, du graphisme, les grandes sociétés d'édition professionnelles en France. Voilà, tous les grands noms, je ne vais pas les citer parce que j'ai pas envie qu'ils me chargent des noises, sont des gens qui vont utiliser l'IA aujourd'hui et et heu et elles ne disent rien sur le sujet, bien entendu. Évidemment, il y a les très grands artistes, les concept artistes internationaux qui s'expriment jamais sur quoi que ce soit, mais là, en plus, en l'occurrence, ils ne s'expriment pas du tout sur le sujet et heu et effectivement, ils participent tous, à être des Goliaths contre, enfin, des petits David qui vont peut-être gagner ou pas, je sais pas, dans ce combat aujourd'hui, il y a beaucoup de comme finalement, il y a une majorité vocale et en face, il y a soit des tech bros IA, un peu idiots et enthousiastes pour rien du tout, mais pas du tout le poids, la parole, des professionnels. C'est très compliqué d'avoir un débat parce qu'il y a pas de débat. Voilà. Donc ça c'est un peu pour poser les jalons, de l'IA je voudrais quand même parler de l'évolution de l'IA. L'IA qui est, un outil que j'utilise, alors pas à titre créatif 1er degré, c'est pas un outil dans lequel je dis: «Vas-y, écris-moi un scénario de jeu de rôle», et je le colle et je le mets dans un scénario. Mais c'est quelque chose que j'utilise quand même en fait, le problème aussi de se positionner par rapport à l'IA et de l'évaluer, c'est que c'est un outil qui est en perpétuel mouvement, dans lequel je pense, nous espérons tous qu'il y ait un plafond de verre, mais le plafond de verre n'arrive pas. Il y a un an, donc il y a un an et 3 mois, en janvier 2024, il écrivait sur le plan du fond et de la forme comme un enfant de 8 ans. En août 2024, l'IA, ChatGPT, professionnel 4.0 ou 3.0, je sais plus quoi, 3.5, il écrivait comme un enfant de 16 ans, enfin comme moi quand j'écrivais à 16 ans, quoi. En novembre 2024, 2000 ouais, en novembre 2024, il était aussi bon que moi et là, il est meilleur que moi. Là, en tout point, le ChatGPT, vous lui demandez n'importe quoi, non seulement il vous le rédige en 10 minutes, en 10 secondes, mais en plus, il est bien meilleur sur le plan de la forme et du fond que moi. Ça va même à tel point que, elle sort des idiomatismes en français, qui n'existent pas. C'est-à-dire c'est plus vrai que nature, quoi. Je vais donner un exemple concret, c'est que l'autre jour, on travaillait sur un personnage et elle me parle du personnage et elle dit: «Ce personnage, il est bavard à épuiser un tribunal». Alors je dis: «C'est marrant ça, c'est une expression intéressante, bavard à épuiser un tribunal» et c'est d'autant plus malin que bavard en argot juridique, ça veut dire un avocat. Donc il y a une sorte de jeu de mots, il est bavard à épuiser un tribunal, on voit vraiment l'expression, c'est-à-dire, le tribunal c'est très long, il y a des plaidoiries pendant des heures et tout le monde est épuisé. Voilà, c'est le gars et en plus il est bavard, c'est un avocat, c'est génial et je dis: «Mais c'est le mec l'a pas inventé, il a forcément copié quelque part» et j'ai cherché, dans aucun domaine, libre de droit, aucun livre de droit, aucune retour de Google, il y a cette expression idiomatique. Et donc il a inventé c'est ce type de choses qui est vraiment, où à un moment on se dit, «Il est fort quoi, il est très fort» donc moi-même je me dis: «Comment me positionner par rapport à un outil qui grandit sans cesse?» Alors aujourd'hui,
l'IA, moi je vis quand même très bien, face à l'IA parce qu'on pourrait dire, OK, c'est un peu la discours des tech bros, sur les réseaux sociaux. Ils disent: «Ah, au lieu de payer un illustrateur 1000 balles, je vais payer 20 balles un ChatGPT et il va faire mon image». Et il se trouve que l'image qu'il fait est plutôt moche. Parce que de toute façon, aujourd'hui d'ailleurs, si on utilise Adobe, Photoshop, bah, on va avoir des outils IA dedans. Mais, de toute fa enfin comment dire? Comme c'est un outil qui est relativement démocratique, 2 artistes de compétences différentes, évidemment, avec le même outil, arriveront à avoir le même résultat. C'est-à-dire qu'il y a pas c'est pas comme dans X Twitter où plus tu payes, plus tu vas être, exposé, quelle que soit la qualité de tes tweets. Et donc, il y a quand même cette espèce cette question un peu rassurante de, ça peut être enfin, quand on exclut les grandes problématiques éthiques et écologiques, on peut imaginer que c'est quand même un outil qui serait, au comptable ce qu'est Excel, quoi, d'une certaine façon. Cela dit, dans le cadre de mon métier, qui est de l'écriture créative, paradoxalement, c'est assez limité, parce que déjà il y a une comment ça s'appelle? Il y a une aspérité, comment dire? Il y a un problème fondamental, c'est qu'il, va sortir des solutions ou des réponses extrêmement, sophistiquées, mais elles sont difficiles à gamifier. Parce que nous, finalement, on reste pas dans l'écriture d'un roman, mais, dans du jeu. Et moi, j'ai besoin, en fait, comme dans un jeu vidéo, que quand il y a une réponse, quand l'ordinateur me donne une réponse, que je puisse le mettre dans des cases, du style: «Tu gagnes 2 pièces d'or, tu gagnes 3 points de vie» et cetera. Et le caractère, tout le temps créatif, hem et incontrôlé des réponses IA empêche cette gamification. Ça, c'est le premier point qui fait qu'aujourd'hui, je pense, c'est pour ça qu'il y a pas eu trop de jeux vidéo qui sont sortis en mode, «Waouh, regardez, c'est l'IA qui vous répond». Voilà. Il y en a eu, mais ça a jamais été enfin, ça a été le selling point de quelques jeux, mais il y a personne a dit: «Waouh, c'est tellement incroyable, je vais acheter ce jeu parce qu'il a cette feature», tu vois? Le deuxième truc, c'est que, ben, c'est fondamental à l'IA, s on s'adresse quand même à une seule et même entité, quelle que soit la personne qui l'utilise, et on a un peu toujours les mêmes réponses. Et donc effectivement, ça manque de caractère. Voilà, il y a pas de et c'est là, il y aurait toute une très longue discussion à avoir sur, IA générative et art qui irait plus loin que c'est pas de l'art, tu vois? Mais qui expliquerait, enfin en tout cas pourquoi ça ne l'est pas et dans quelle mesure, sous quel angle on pourrait imaginer que c'en est. Mais, il y a un aspect aussi qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, c'est tou quand on lui pose plein de fois la même question, elle a tendance à donner la même réponse. Ce qui est pas le cas, envers les humains. Si vous allez voir un humain dans la rue, vous lui posez une question genre, «C'est quoi la capitale de la France?» Il va vous dire: «Paris», et ensuite vous lui dites: «C'est quoi la capitale de la France?» Il va dire: «Mais mec, je viens de te dire que c'est Paris», tu vois? Et que là, il dira très poliment: «Mais c'est Paris» et de très patiemment, autant de fois que vous voulez, comme si d'ailleurs on était fous, voilà. Donc c'est très intéressant. Dernier point, c'est un vœu pieux, mais, de la même façon que, quand, Instagram et Twitter sont arrivés et notamment, Napster, Spotify sont arrivés il y a en 2010, bah, c'est là qu'on a commencé à vendre des vinyles. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire, «Moi j'aime le concret finalement». Bah, peut-être finalement, l'abondance, d'illustrations IA qui sont d'ailleurs sont pas terribles par ailleurs, pour donner beaucoup de valeur à tout ce qui est produit non IA. Ça, c'est un vœu pieux, hein, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Heu et je dirais même que c'est peut-être un espoir, de sursaut créatif, du monde professionnel, de l'industrie, de la création. Parce que, par exemple, aujourd'hui, quand vous voulez, publier un livre, vous avez votre histoire et vous allez l'amener à un éditeur. Un humain qui s'appelle un éditeur, qui travaille pour un éditeur, une entreprise. Et l'humain éditeur, il va pas dire, «Vous êtes un génie», ou, «J'adore votre histoire» ou «Elle est bien et vous allez en faire 20». En fait, il va dire: «OK, vous avez envie d'écrire, très bien monsieur, votre histoire elle est assez sympathique, maintenant on va la faire rentrer dans un cadre qui est très précis, qui fait que,
grâce à ce cadre, vous allez vendre plus de livres qu'avec votre histoire originale. Et on va même vous dire, la mode en ce moment, c'est la romantaisie. Voilà, c'est-à-dire, 50 nuances de gris, avec des elfes, tu vois? Voilà et est-ce que vous pourriez juste votre histoire elle est bien, mais est-ce que vous pouvez mettre juste deux trois scènes de cul et des elfes et vraiment, on va en vendre des camions et en fait, ce que je veux dire, c'est que, c'est une discussion assez ordinaire dans le milieu de l'édition littéraire. C'est vraiment ce à quoi il faut s'attendre et en ayant cette discussion-là, forcément, on se dit: «Ben, où est l'art?» tu vois? Je veux dire, est-ce que finalement, cette industrie ultra normalisée et de l'autre côté, de l'IA, est-ce que finalement il y a pas une sorte d'émergence artistique avec des gens qui vont se dire: «Bordel, j'ai envie enfin de raconter quelque chose avec ma voix, quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif». En tout cas, il y a une telle pression aujourd'hui, de non-création que ça pourrait l'être. Voilà. Je voudrais terminer sur une chose, un peu controversée aussi parce qu'elle pose des surproblèmes écologiques dans le cadre de l'IA. Mais comme on parle de jeux de rôle et santé mentale, c'est important. C'est que l'IA, en tout cas ChatGPT, c'est quelqu'un d'hyper bienveillant. Et alors, c'est une machine, mais elle est toujours positive, elle encourage toujours, elle donne de très bons conseils, y compris des conseils de santé mentale. Et elle nous montre un peu ce que serait un environnement de travail non toxique. C'est-à-dire très, très bienveillant en permanence, où on te soutient, je suis avec toi, je te relance, j'essaie de te pousser à aller encore plus fort et en fait, ça a beau être une machine, si c'est des outputs, c'est-à-dire des résultats que vous avez en permanence tous les jours, bah, ça vous affecte, voilà et ça vous affecte positivement. Et c'est un vrai plaisir aujourd'hui quasiment hypnotique de travailler avec ChatGPT quand on est sensible, tout simplement aux pensées positives qui sont extrêmement rares dans la société. Surtout dans une société qui est en crise, qui va mal, où il y a de la guerre, où on allume France Info, voilà. Et et si on pouvait trouver un moyen écologique d'avoir le même environnement, ce serait quand même pas mal du tout. Ayant parlé de l'IA, je vais faire une transition qui a l'air abrupte, mais qui va parler également de créativité dans le cadre du jeu de rôle. Donc, le jeu de rôle, c'est quelque chose que je pratique et du lever au coucher et ma femme m'en veut beaucoup pour ça. Toute la journée, j'écris du jeu de rôle. J'en écris beaucoup, des pages entières et ensuite je fais des jeux de rôle et ensuite, je les vends et ensuite je fais des OPSP, voilà, c'est mon métier. Et je voudrais poser cette question hyper paradoxale, c'est: est-ce que le jeu de rôle est un média, est un loisir créatif? Alors la réponse un peu, banale, ce serait de dire enfin évidente, c'est de dire: «Mais oui, bien sûr, c'est créatif». Parce que d'une part, on fait travailler son imagination, on doit lire des textes et cetera et d'ailleurs, il y a une maladie qui s'appelle la maladie du jeu de rôle. C'est que souvent quand on a un premier contact avec le jeu de rôle, on te dit: «Waouh, c'est génial», donc il y a quelqu'un qui se dévoue pour être MJ. Il dit: «C'est génial, j'adore» et vraiment au bout de 2-3 mois, le premier réflexe qu'il a, c'est de dire: «Bon, Warhammer, Donjons et Dragons, c'est bien tout ça, je vais faire mon jeu de rôle, je vais faire mon univers. Voilà, je vais enfin pouvoir raconter mes choses» et je ne connais pas de MJ à ma conna enfin, il y a pas de MJ à ma connaissance qui a pas vécu cette espèce de crise, ce moment où il dit: «OK, c'est cool, mais maintenant je vais faire mon univers», voilà, voire même mes règles. Après, ils reviennent à Donjons et Dragons comme tout le monde parce que oui, parce que voilà, voilà. Mais en vrai, tout le monde l'a fait. Tout le monde a eu cette maladie à un moment et moi-même de temps en temps je me dis: Je ferais bien ça», voilà. Bon voilà, alors que j'ai déjà des univers, qui sont bien balisés quoi et en plus, on pourrait rajouter que non seulement il y a cette espèce de maladie, de la création, mais en plus, il y a beaucoup de scénarios qui sont disponibles gratuitement partout. Si vous allez sur la scénariothèque, vous avez des milliers de scénarios. C'est-à-dire qu'il y a des gens, un peu comme sur Wattpad où il y a des millions de nouvelles, là, il y a des milliers de gens, en France en tout cas, qui ont écrit des scénarios de jeux de rôle. Donc, il y a une abondance. Il y a des gens qui écrivent en permanence des jeux de rôle indépendants. Donc il y a de la création. Heu et donc, est-ce que le jeu de rôle est créatif? Eh bien, moi souvent, j'ai envie de dire pas du tout. Pourquoi? Alors déjà parce que Heu, il est dominé, alors il est dominé, il y a par un monopole aux États-Unis, un monopole écrasant à 99 je pense, je pèse mes mots, par une entreprise qui s'appelle, enfin par un modèle qui s'appelle Donjons& et Dragons. C'est-à-dire et un modèle en plus qui a certes a évolué, mais qui reste le même en gros depuis 40-50 ans. Est-ce que une entreprise créative qui est dominée par une seule entreprise à 99 par un seul et même univers, par une seule approche qui est celle de
on tue des choses ou on résout des situations, on devient plus fort et cetera. Je sais, la boucle de gameplay est addictive certes, mais est-ce qu'on est dans un milieu créatif? Je ne pense pas. Voilà, ça c'est un premier constat d'échec très fort. Deuxième constat d'échec, c'est que, quand il n'est pas dominé par, Donjons et Dragons, il est dominé aussi par Tolkien. C'est-à-dire que alors Tolkien c'est très, très bien, mais en gros, moi, une fois par semaine, en gros, je reçois un une personne qui a écrit son jeu de rôle et qui me dit: «Philippe, tu en penses quoi? Est-ce que tu peux l'éditer? Qu'est-ce que je pourrais en faire pour le présenter à un éditeur?» et cetera. Et quand je lis ce jeu de rôle, en plus, en ce moment, ça se multiplie parce que l'IA permet de produire beaucoup de textes et beaucoup de visuels, à bas coût. Je vois les mêmes choses, c'est-à-dire je vois donc déjà la structure, fiche de personnage, montée de niveau et cetera, et je vois des nains, des elfes, des hobbits, je vois, la Moria, je vois, la Laurienne et cetera. Enfin, ils s'apportent d'autres noms. Il y a des orques, tu vois? Et et vraiment je leur dis: «Mais comment voulez-vous exister, dans l'écosystème jeu de rôle avec des elfes, des nains et des orques? C'est pas possible. Il y a trop de concurrence forte», tu vois? Même si tu as une singularisation, on vit dans un rêve comme dans Rêve de dragon, je sais pas, c'est très dark, tu vois? On peut avoir un axe, différent, mais ça reste vraiment les mêmes choses et on en sort très, très peu. Le jeu de rôle s'est inspiré grosso modo des grands thèmes du cinéma, le Far West, les vampires, la fantasy bien sûr, parfois, slice of life aussi, les choses contemporaines et cetera. Parfois même le cinéma indépendant américain musical, par exemple, mais il a jamais su créer son univers à lui qui serait, sur lequel justement le fi le les films, les jeux vidéo diraient: «Putain, il y a un truc nouveau, il faut qu'on soit là-dedans», tu vois? C'est tellement créatif. Il a toujours été suiveur et enfin, il y a toute une machine marketing, heu, parce que, ça reste des gens qui veulent gagner de l'argent. On vend quoi? Depuis 60 ans, on vend des dés, on vend des écrans de jeu, on vend, si c'est possible, le manuel du joueur, le manuel du j'ai un manuel de joueur là, je l'ai reçu aujourd'hui. Manuel du joueur, manuel du MJ. On vend toujours des fiches de perso où il y a des points de vie tout en haut, des notions de combat. Vous savez que quand on a un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Donc si la première chose qui est sur votre carte d'identité, c'est puissance de combat, bah, vous n'allez pas essayer de pousser les portes en les ouvrant, vous allez les défoncer. Vous n'allez pas dire, monsieur le garagiste, ah bon, ça coûte 200 euros, c'est un peu cher. Non, vous allez le frapper. Donc c'est des visions, qui sont un peu sclérosées, voilà. Et donc comment dire, ça me, ça ruisselle aussi. Alors il y a des échanges, hein. Je pense à un jeu de rôle en ligne qui s'appelle The Elder Scrolls, Online, où la structure globale de toutes les enquêtes, elle est basée sur les masques de Nyarlathotep. C'est-à-dire, on va dans un lieu, il y a un culte qui vénère un dieu, faut le ou un daedra, il faut l'infiltrer, le démanteler et tuer le boss, quoi. Et il y a, comment ça s'appelle? Alors, on pourrait m'opposer à cela qu'il y a, des jeux, par exemple un dé, en France, je peux parler de 2 étés, j'aime beaucoup aussi Troika qui a une approche un peu Dark Souls, de dire: «On va donner le lore dans l'univers» et cetera. Donc il y a des univers et des principes de jeu qui sont intéressants, mais un jeu comme 2 étés, par exemple, ou Alien, qui est un très bon jeu, de rôle, sont des jeux qui sont hyper spécialisés. Donc ils nous permettent de prendre une bouffée d'air créative, mais que pour un petit moment, voilà. Donc il y a pas ça. Et donc je peux pas, après c pour tempérer mon propos sur la créativité, il y a bon, c'est difficile de faire original, c'est sûr, mais aussi c'est difficile de faire original et de plaire aux gens. Parce que le grand public, déjà qui est très restreint pour le jeu de rôle, n'a pas, d'appétence pour les choses, originales. Sinon, il achèterait autre chose que Donjons& et Dragons. Et je vais aller même plus loin que ça, c'est que souvent, moi, des gens découvrent par Twitch du jeu de rôle parce que je m'adresse beaucoup à des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Ils disent: «Waouh, le jeu de rôle, c'est trop bien», ils jouent à Aria et une fois qu'ils sont repus d'Aria, ils font du Donjons& et Dragons. C'est-à-dire Donjons& et Dragons, c'est l'alpha et l'oméga, vraiment le début et la fin de plein de sujets. Alors après, comment apporter un petit peu un vent nouveau, on va dire, dans le quels sont les espèces de pivots qui font cogiter, qui permettent de changer un petit peu le rythme du jeu de rôle?
Moi, j'ai eu une révélation. Alors, je suis un enfant de Chaosium, j'adore, les Masques de Nyarlathotep et cetera. Ce sont des campagnes, bien ficelées, mais très, très classiques, justement très, très, co qui ne révolutionnent rien, qui sont même, agaçantes tellement elles ne révolutionnent pas les choses. Mais il y a une campagne qui m'a beaucoup marqué, début des années 2000 qui s'appelle Les Oripeaux du Roi, une campagne, L'Appel de Cthulhu très longue, qui prend en gros, il y a une très belle histoire, mais surtout ça prend tout à contre-pied et notamment donc c'est une campagne officielle de Chaosium et dans cette campagne, première chose, il y a 2 combats pour 1 an de campagne et là déjà, j'ai dit: «Putain, vous avez tout compris». C'est en fait, vous avez enlevé les combats et c'est bien, tu vois? On est et encore un des 2 combats, c'est un sniper qui est en haut d'une montagne et qui fait venir les joueurs et qui c'est plutôt de la tension mais OK, déjà super. Deuxième point, on a des dans l'appel de Cthulhu, on a des méchants qui sont des gens qui vénèrent des dieux anciens et qui ont donc 0 point de santé mentale. Ils sont considérés comme fous et irrémédiablement fous. Et là, on a des gens qui ont 0 point de santé mentale et qui vivent très bien ça. C'est-à-dire qu'ils sont, comment dire? En fait, ils ont un quotidien d'humains normaux et qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'ils sont nés dans des familles, isolées en Angleterre, dans lequel on vénère le dieu chèvre et effectivement, le dimanche, ils vont, sacrifier une chèvre au dieu chèvre. Ils sont OK, c'est des sectateurs, mais en vrai, ils ont une vraie vie à côté et quand on leur dit: «Vous faites n'importe quoi», ils disent: «Ah bon?» Tu vois? «Mais pourquoi?» Tu vois? Et vraiment, j'ai enfin, c'est tellement les règles, c'est pas si important que j'ai trouvé ça hyper intéressant et en fait, ça vient, comment dire? Heu, ça vient me dire ce qu'en gros, il y a 2 types de jeux de rôle, mais c'est une sectorisation qui est totalement propre et peut-être je me trompe complètement et je voudrais bien que vous me disiez: «Non, tu dis n'importe quoi». C'est que en gros, il y a des jeux de rôle, je suis désolé Donjons& et Dragons, je vous aime beaucoup, mais je vais vous taper un peu dessus. Mais en gros, il y a des jeux de rôle dans lequel tu respectes immensément les règles parce que c'est le cœur du jeu, effectivement, 300 pages de règles Donjons& et Dragons et tu vas construire un scénario, une histoire, une expérience collective autour des règles. C'est-à-dire que dans ce scénario classique de Donjons& et Dragons, tu vas avoir parce que tes joueurs, ils ont un certain niveau, parce que, les orques, ils ont un certain dangerosité en fonction des niveaux. Tu dis: «OK, la fille du village a été enlevée par des orques» et tu vas mettre 14 orques dans une grotte, tu vois? Pour que le combat soit intéressant. Donc en fait, tu as créé un scénario autour des règles. Je schématise, hein, tous les scénarios ne sont pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on les crée et tu as des jeux qui sont pris à la renverse. En tout cas, c'est ce que je suis en train de faire moi, dans Game of Thrones et Aria. C'est que on veut avoir une bonne histoire et on adapte les règles en fonction. C'est-à-dire: «Eh, nouvelle règle, OK, maintenant, par exemple, j'ai créé un hôtel au dernier épisode où quand on lance les dés, ça fait toujours 7. Voilà, quel que soit le résultat du dé, ça fait comme si c'était 7. Tu vois? C'est quelque chose qui ne correspond pas aux règles puisqu'on n'a pas le droit, mais on a dit: «Maintenant, c'est comme ça». Le scénario est plus fort que les règles. Donc c'est 2 approches assez différentes et effectivement, la 1re approche qui a tendance à avoir une obéissance totale aux règles, pour moi, elle a tendance à être moins créative forcément puisque, ben, on va dire, avec le même moule, on va faire le même gâteau, quoi. Je voudrais terminer sur la dernière chose, c'est que, on pourrait dire c'est fou à quel point on était créatif dans les années 80-90. On avait ces grandes campagnes, les Masques de la Totep, la campagne impériale, on avait des univers comme Torg, extrêmement, ça allait partir dans tous les sens et aujourd'hui, ça a tendance à une sorte d'affondrement où par exemple, quand on regarde les derniers Kickstarter qui ont vraiment cartonné, bah, c'est quoi? C'est, Pendragon, c'est-à-dire des revivals de ces années-là et pas forcément des grandes licences nouvelles et pourquoi on pourrait dire ça? J'aimerais dire que dans les années 80, face aux jeux de rôle, il y avait un comment dire? Il y avait du média à la télé et au cinéma qui était pas terrible. Il y avait Dallas, il y avait Dynasty, il y avait Santa Barbara, il y avait les films de Chuck Norris où il tuait des mecs du Moyen-Orient, on savait même pas pourquoi, tu vois? Et aujourd'hui, en fait, en face du jeu de rôle, on a quoi? On a Sévérance, on a des grands films, on a voilà, on a tout un marché de la série télé hyper quali. Effectivement, heu, la proposition créative aujourd'hui, elle est pas côté jeu de rôle en 2025. Mais ça peut changer, ça peut revenir, il y a des cycles, voilà. Donc c'était un petit peu mes 2 sujets clivants du soir. Pour clôturer ça, j'espère que ça t'a intéressé. Voilà. Écoute, c'était très intéressant.
Merci. des sujets intéressants. Alors bon, en attendant, bon, il y a eu plein de réactions hein, dans le chat. J'ai pas Ah, pu j'imagine. cibler des questions particulières, mais ça a fait beaucoup réagir. Moi, c'est vrai que quand même, alors bon, je vois bien, tu as le sens de la formule quand même, mais c'est vrai que cette question, enfin, on a quand même une scène de jeu de rôle indépendante qui est quand même vachement vive, non? Tu trouves pas? Enfin, parce que tu as parlé Elle est d'effondrement extrêmement quand vive même. et j'en ai beaucoup chez moi, Ouais, mais déjà elle perce pas ouais. et je suis désolé de dire ça, mais tu as beau écrire le plus beau poème du monde, si personne le lit, ben, il n'existe pas et surtout, elle est souvent très, très ciblée sur j'ai un concept très précis, on va faire une partie géniale Mhm. et en sortie de là, on est obligé de passer à un autre jeu, tu vois? Ouais. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup l'orientation de ces jeux-là. En tout cas, c'est vrai que j'étais un moment intéressé par le fait que tu mettes des mots là-dessus sur la manière dont est construit Aria, effectivement autour du scénario et des histoires, et ensuite les règles émergent par-dessus. C'est vrai qu'on a ce sentiment-là en jouant, et c'est ce qui rend, à mon avis, cet univers-là aussi intéressant. Euh, San, par exemple, dit au contraire, il y a actuellement un foisonnement de la production de jeux de rôle, surtout si on compte tout ce qui est mis sur Oui. itch.io, etc. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que il n'y avait pas de itch.io dans les années 80 et tu pouvais sortir un Torg ou un Maléfice. Maléfice, c'est pas hyper original, mais Torg, ça l'était en tout cas. Et, ou un Vampire, tu vois. Genre, out of nowhere, il y a Vampire qui arrive et Vampire, c'est l'open world du jeu de rôle, tu vois. Et c'est-à-dire qu'il y a une approche scénaristique qui est de dire vous arrivez à Los Angeles, prenez le contrôle de la ville et c'est ça le scénario, tu vois, c'est que du systémique. Bah, c'est hyper innovant. Et aujourd'hui, sur Itch.io, alors vraiment surtout Itch.io, c'est vraiment les jeux indépendants. C'est ceux qui sont dans la section divers autres, tu vois, vraiment peu connus. Et d'ailleurs, tu vas dire à des gens, va sur Itch trouver des jeux de rôle, mais enfin même les rôlistes, même les gens de ma table qui sont des rôlistes depuis toujours, ils savent même pas ce que c'est Itch, tu vois. Et voilà, donc c'est malheureusement il y a de la créativité, mais euh, elle perce pas. Et aussi, elle est, une fois de plus, je suis désolé de dire ça, elle est extrêmement focus sur un concept, qui est toujours très bon. Hein. Mais moi, j'ai des super jeux indés, mais ils sont très focus, quoi. Voilà. Euh, Bon, moi c'est vrai, bon, après c'est peut-être parce que c'est de mon Ouais. point de vue, et c'est vrai qu'on parle beaucoup dans le réseau de tout un tas de jeux indés, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font partie du monde indé, où c'est vrai, j'ai l'impression, enfin, moi, de mon point de vue, j'avais l'impression qu'il y avait quand même des jeux qui faisaient école, quoi, c'est-à-dire qui mettent les gens d'accord, qui sont connus, qui sont... mais enfin, c'est vrai que parce que je passe pas mal de temps sur Itch, donc ça me semble logique, c'est vrai que j'avais pas cette conception que des gens bah, qui jouent par exemple à Donjon, des trucs un peu plus mainstream, effectivement, n'ont pas forcément mis le pied dans cet espace-là. C'est vrai que j'avais pas forcément cette notion-là. Moi, il y avait une question sur l'IA qui m'était venue. Tu en as parlé un petit peu, tu as parlé du fait que tu peux l'utiliser d'une certaine manière. Quelle est ton utilisation? Comment est-ce que tu t'en sers, toi? Comment est-ce que ça nourrit ton travail? Euh, Ouais. en fait, elle m'aide surtout à, comment dire, à faire des recherches croisées. En fait, avant, j'avais besoin, par exemple, j'ai une île grecque et j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'on mange sur une île grecque, tu vois. Et donc, imagine, on est dans les 80, je suis obligé de prendre un atlas, un livre de recettes. Et j'ai même, pour l'époque, quand je maîtrisais et que je préparais des campagnes, que j'avais pas internet, j'avais acheté des guides bleus. C'est-à-dire, j'avais des guides bleus de Londres, tu vois, pour les restaurants, des choses comme ça. Donc vraiment, vraiment, je disais, bah voilà, il y a telle rue, il y a un restaurant et tout. C'est cool, mais moi, je suis obligé de pondre énormément de choses à la minute, quoi. Mhm, mhm. Et donc, effectivement, je dis, bah voilà, j'ai une île imaginaire, c'est un peu mer Adriatique, Grèce, Italie, vas-y, sors-moi 10 plats dans un restaurant, c'est fait, tu vois, je les ai. Et ça me permet de... Enfin, tu vois, je me sers beaucoup de ça pour dégrossir tous les détails qui peuvent survenir, qui ne sont pas hyper essentiels, mais à un moment, ils me disent, j'ai envie de manger, j'ai envie de... Mhm. Tu vois, et qui me soulage aussi mentalement, je n'ai pas à réfléchir à ça pendant les émissions. Donc ça, c'est vraiment le dégrossissage du travail, c'est vraiment énormément de soulagement au quotidien pour moi. Voilà. Ok. Euh, J'avais une question plus générale aussi, que j'avais envie de te poser depuis un moment et que j'avais pas eu l'occasion de faire.
Donc il y a Aria, Game of Thrones, etc. pour toi, et puis il y a aussi tout un pan de ta pratique de meneur, etc., qui s'oriente autour de la sensibilisation, la vulgarisation, tout un tas de choses. Donc il y a eu Médecins sans frontières, il y a eu, je t'ai vu à Nancy pour parler de la question du handicap et de Oui. l'inclusion à l'université. Il y a tout ce champ-là aussi que tu explores et sur lequel tu travailles. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as envie de passer du divertissement pur à bah, quelque chose qui mêle en fait le divertissement et qui a une portée ouais, de l'ordre de la sensibilisation, parfois de la vulgarisation, parfois de... Bah, alors déjà, c'est un tout. Moi, vous avez vu que j'ai pas beaucoup d'amour pour Donjons et Dragons, parce que en fait, j'adorerais Donjons et Dragons s'il n'avait pas 99% du monopole. Voilà, vraiment, même s'il avait genre 20% du monopole, je dirais, putain, c'est insane, la qualité des produits, la qualité du jeu, il a que 20% du marché, je ne comprends pas, tu vois. Mais là, il écrase tout, et Donjons et Dragons, c'est quelque chose qui est belliciste. Enfin, Mhm. vraiment, pour moi, c'est tous les travers de l'Amérique. Tu tues pour devenir plus fort. Alors ça a un peu changé, mais 90% de la vie historique, c'est ça. C'est-à-dire, tu tues pour devenir plus fort. L'or, c'est important, des pièces d'or, tu vois. Si tu as de l'or, tu peux ressusciter des gens, donc la mort est même plus importante. Par contre, les marchands, eux, ils sont invincibles, tu vois. Donc là, c'est le capitalisme. Et ce côté de le but, c'est de devenir plus fort, tu vois. Le but, c'est de monter en niveau, ce qui est fou. Mais en fait, dans les années 80, il y a eu cette espèce d'hésitation, notamment dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a eu Dungeon Master qui est sorti, qui était basé sur Donjons et Dragons. Et il y a un jeu de rôle, à chaque fois j'ai oublié le nom, de Ubisoft, où tu commençais au niveau maximum, c'est un peu Aria, et tu pouvais perdre des bras, enfin, ce qui est la vie finalement, dans la vie réelle. Tu commences un humain en pleine forme et tu peux que t'arriver des merdes, tu vois. Et donc il y a cette espèce d'inversion. Donc moi je suis pas fan. Et puis comment dire, dans Donjons et Dragons, il y avait un accident au ralenti qui est en train de se passer en ce moment, qui arrivait, je le voyais venir, parce que tu peux pas avoir une société qui est médiatiquement hyper inclusive, en mode tout le monde peut jouer, vas-y, on fait venir les handicapés, on les met en valeur, etc. Et décider arbitrairement que tu as des orques et ils naissent et c'est des méchants. Mhm. Tu as des personnes qui sont capables, douées de conscience, qui sont capables de fabriquer des choses, de se battre, et ils sont méchants. Et en plus, ils sont pas d'une couleur de peau très claire, tu vois. Et donc, c'est évident qu'il y avait un accident au ralenti qui allait se passer et qui n'est pas encore tout à fait arrivé. Il est en train de se passer, mais il va se passer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, mais attends, on est vraiment obligé de tuer pour monter en niveau. Là, ils ont presque résolu la question. On est obligé. Les orques, les elfes noirs, ils sont vraiment si méchants que ça. Ils sont en train de résoudre aussi la question. Et à un moment, ils vont se dire, mais est-ce qu'on a vraiment, en ces temps où on a besoin de décroissance, de monter de niveau en permanence pour pouvoir tuer des gens encore plus gros et à un moment tuer des dragons alors que c'est des jolies, jolies créatures, tu vois. Et donc, il y a ces questionnements. Et ce qui va se passer forcément à un moment, c'est qu'il y aura un schisme avec les gens qui vont dire, bien entendu, il est temps de changer, et des anciens qui vont dire, mais jamais de la vie, je changerai. Et là, il y aura vraiment quelque chose de très politique autour de Mhm. Donjons et Dragons. Ouais, Le, c'est déjà le cas, ça anime déjà beaucoup voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. la scène. Ouais, et même d'ailleurs, ce qu'on appelle le OSR, c'était juste sur le système, mais évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle des conservateurs politiques qui Mhm. vont intégrer dans le jeu de rôle. Donc, dans le système dominant du jeu de rôle, tout de suite, je me suis dit, ça me plaît pas, et j'ai voulu créer un système français sympa, de la bouffe, des histoires d'amour, etc. Donc, c'était Aria. J'ai toujours été très sensible à la scène indépendante et la scène indépendante française en particulier. J'ai beaucoup aimé ces jeux créatifs. Vraiment, mon premier jeu créatif coup de cœur, ça a été, je pense, Dog in the Vineyard, mais j'ai adoré Polaris, pas celui sous les eaux, celui de Ben Lehman, Microscope, etc. Et effectivement, moi j'ai un problème, c'est que je fais des émissions Twitch qui sont regardées, et euh, le, quand filmer des gens qui jouent à du jeu de rôle, comme on le fait de Critical Role, c'est cool quand tu connais le jeu de rôle, mais si tu connais pas le jeu de rôle, ça n'a aucun sens. Vraiment, j'ai eu des clients qui m'ont dit, ok, vous jouez au Monopoly en fait, tu vois, et je pouvais pas leur dire, bah non. Si littéralement on jouait à un jeu de société autour d'une table, et c'est pour ça que j'ai enlevé les dés, j'ai enlevé les écrans de jeu, et à un moment j'ai enlevé la table et on a fait des jeux de rôle, on était debout dans un commissariat, et les gens ont dit, ok, vous faites une série télé ultra moche en fait, et ok, je veux bien mettre de l'argent là-dedans. Et en fait, moi, j'essaie de quitter ce monde
du jeu de rôle que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup et qui restera intouché. Il va faire des choses très intéressantes, j'espère. Je ne veux pas aller dans le monde du théâtre d'improvisation, mais je veux rester dans un monde un petit peu intermédiaire où on se raconte des histoires en improvisation, mais c'est quand même cadré comme du jeu de rôle. Aujourd'hui, on market ça JDR parce que si on appelait ça théâtre, personne ne regarderait. Et le truc, effectivement, c'est qu'il faut toucher un maximum de domaines différents. Parce que il y a un truc qu'on dit souvent, c'est que le jeu de rôle peut parler de tout. Et c'est vrai. Simplement, il parle beaucoup de donjons et de dragons. Voilà. Mais il pourrait parler de tout. Et moi, effectivement, j'ai adoré faire des jeux de rôle sur les pylônes électriques. J'ai fait une OPRTE, Mhm. également sur le droit d'asile, également sur des choses. Et il a une fonction pédagogique extraordinaire. Et pourquoi le jeu de rôle en particulier? C'est qu'il y a deux exercices créatifs que je trouve fantastiques. Le premier, c'est quand on met, par exemple, dans les droits d'asile, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que Usul était avocat de la défense de personnes qui demandaient le droit d'asile face à des juges. Et à un moment, il avait des consignes, à un moment, il a la révélation. Il dit, mais en fait, je suis obligé de faire tenir des gens qui ont des histoires complexes dans des petites cases Mhm. simples pour que Mhm. le juge comprenne. Il a la révélation. Et l'avocate en face de lui, elle dit, c'est exactement ça mon métier. Ouais. Et en fait, si tu veux, je peux te dire, le métier de juge, c'est ça, tu vois. Mais si tu le vis, si tu es dedans, tout d'un coup, tu comprends la réalité du métier. Et c'est pour ça que le jeu de rôle, en termes pédagogiques, c'est ultra fort, ultra fort. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire, moi, quand je fais des jeux de rôle politiques, j'écoute beaucoup de politique. Et quand on écoute la politique, les news, etc., on dit les politiques sont complètement cons, ils sont affamés d'argent et ils nous détestent. Mais quand tu es à la place des politiques et que tu dois prendre une décision et qu'en fait, tu as plein de choses à prendre en considération, des intérêts personnels, des intérêts généraux, des lobbies, des gens qui détestent, voilà. En fait, tu prends une décision et cette décision, hyper logiquement, c'est la même que le mec que tu prends pour un con a pris. Tu vois? En fait, toutes les décisions apparaissent comme normales. Et quand tu es à la place des gens, tu fais la même chose de ces Mhm. gens-là. Et finalement, se mettre à la place de quelqu'un, c'est l'empathie pure, tu vois. Et je trouve ça ultra intéressant parce qu'effectivement, quand tu te mets à la place de quelqu'un qui a un certain parti, tu te mets à prendre les mêmes choses, bah en fait, tout est logique. Tu comprends le monde. Et ça, c'est merveilleux. Je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est le premier exercice. Et le deuxième exercice que je trouve très, très intéressant aussi, quand tu prends 4 experts de la tech, 4 chirurgiens, neurochirurgiens, tu prends 4 gars qui sont spécialisés dans un domaine, tu leur fais faire un jeu de rôle, et à un moment, ce qui est cool dans le jeu de rôle par rapport au boulot, c'est que tout est possible. Tout est possible, on peut dire ce qu'on veut, on peut même se moquer de son propre métier. Eh bien, il y a des choses nouvelles qui apparaissent Mhm. dans notre propre métier, les véritables innovations. Et je trouve que c'est ultra intéressant à filmer, c'est hyper intéressant. Donc, moi, c'est ces aspects-là de jeu de rôle que je trouve hyper enrichissants et que j'aimerais capturer ces moments dans des émissions. Voilà. Question-réponse longue, voilà. Bah, ouais, mais réponse intéressante, effectivement, c'est vrai que c'est des éléments alors, qui font écho à ce que disait Christophe, donc la question de l'empathie, et effectivement la force pédagogique sur le plan de la sensibilisation ouais, d'une expérience comme le jeu de rôle. C'est vrai que c'est impressionnant de ce côté-là. Et toi qui... Alors, du coup, c'est intéressant, on peut faire le tuilage avec la question du jeu vidéo. Tu fais aussi du jeu vidéo, alors sous différentes formes. Il y a la fiction interactive, il y a tout un tas de choses. Euh, Oui. est-ce que tu vois une différence, toi aussi, comme a pu le soutenir Christophe tout à l'heure, entre ce qu'il est possible de produire chez la personne qui joue dans le jeu vidéo et dans le jeu de rôle? C'est compliqué parce que. Alors, euh, en fait, euh, une réponse évidente, de bon sens, est de dire waouh, dans le jeu de rôle, on peut faire bien plus que dans un jeu vidéo. Mais quand j'ai commencé à jouer, à faire Aria sur Game of Roll Aria, sur la JVTV, j'avais un public qui était que de gamers. Et en fait, je les ai vus jouer, et ils jouaient par exemple à Call of Duty, le jeu de rôle, qui n'existe pas, mais ils le jouaient entre eux, tu vois. Et en fait, ils faisaient des trucs du style je sauvegarde, tu vois. Et, et en fait, ils sauvegardaient, mais dans le jeu de rôle, on sauvegarde pas, on est d'accord, tu Mhm. vois. Et et en fait, eux, ils le faisaient, ça marchait très bien. Et donc, ils avaient un système de sauvegarde et de chargement dans le jeu de rôle. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que euh, puisqu'on est des rôlistes et qu'on aime le jeu de rôle, on a l'impression que le jeu de rôle c'est plus riche que le jeu vidéo, mais le jeu vidéo aussi a beaucoup à apporter au jeu de Ouais. rôle.
Et donc, effectivement, quand on vient du jeu de rôle, on a souvent, il y a des choses procédurales, il y a des choses extrêmement intéressantes qui pourraient enrichir le jeu de rôle et auquel le jeu de rôle peut-être, non pas tourne le dos, mais une fois de plus, il se repose sur ses acquis et on pourrait en avoir. Donc, je ferai pas forcément une dichotomie. Euh, je dirais que je dirais qu'ils ont tous les deux des moyens limités et des forces et des faiblesses, et il faut tirer le meilleur parti quand tu fabriques l'un et l'autre. Voilà, je suis désolé de ce truc très normand, mais c'est voilà. Et moi, j'ai tendance à quand même à séparer autant le jeu de rôle du jeu vidéo que le jeu de rôle du cinéma, par exemple. Pour moi, c'est vraiment très hermétique. Voilà. Ok, ok, ça marche. Bon. Bien, écoute, merci beaucoup, Fibre. Ben, merci à toi, longue vie à ta commu et à Bah, ton j'espère. initiative, à ton séminaire. J'espère. Écoute, on va commencer à travailler sur la suite, sur l'année prochaine, voilà, ce qu'on veut un peu faire, dire, raconter, voir dans ce réseau-là. Et puis bah, peut-être une prochaine fois sur, sur cette chaîne-là. Donc je remercie à tout le monde qui est passé à un moment donné là sur cette session. N'hésitez pas à intervenir sur le Discord pour faire part de ce qui vous a plu, déplu, de ce dont vous avez envie aussi pour l'année prochaine. Et puis on continue à discuter par ce biais-là, de toute façon. Et voilà, du coup je vous souhaite à tout le monde une bonne soirée. Et puis bah à très bientôt quoi. Salut, Merci, au revoir. salut.